Vous savez qu'il y a des grandes questions cosmologiques qui se posent. La matière noire et l'énergie noire sont deux énigmes immenses de la cosmologie. Et pour appréhender ces phénomènes, il faut des instruments très sophistiqués et de très haute qualité. Et un instrument, le plus sophistiqué au monde, est en train d'être mis en place à partir de janvier. C'est ça, de janvier à mars, au télescope Vera Rubin au Chili. Les Français participent à cette caméra, entre autres l'équipe du laboratoire astroparticules et cosmologie de l'université Paris-Cité. Ça s'appelle comme ça maintenant, on ne dit plus Rony Diderot. Et voilà, et Cécile Roussel fait partie de cette équipe et participe à cette expérience grande ampleur. Bonjour à toutes et tous. Je m'appelle Cécile Roussel, je fais partie du laboratoire astroparticules et cosmologie qui, au-delà d'appartenir à l'université Paris-Cité, appartient également au CNRS. Donc, on est une entité du CNRS. Je suis membre de la collaboration scientifique Dark Energy Science Collaboration, qui est ici, de l'observatoire Vera Rubin, qui donc commence à voir le jour. Ça fait maintenant longtemps qu'on travaille sur ce télescope. À titre personnel, moi, ça fait plus de 10 ans que je suis impliquée dessus. Et aujourd'hui, je suis vraiment très, très contente de vous voir si nombreux dans cette salle. Pourquoi ? Parce qu'on est dans un grand moment, en fait, pour ce télescope. On est vraiment à une phase merveilleuse du projet. En fait, là, on commence, là. Ici, ça, c'était il y a 15 jours. Donc là, c'est notre monture. Ici. Là, on est au Chili. C'est Ropachon, 2700 mètres d'altitude. On a notre télescope qui va commencer à regarder le ciel. En fait, ce qui se passe plus exactement ici, c'est pas notre caméra de production qui va être utilisée pour le relever, mais c'est la caméra de test. Donc la caméra de test, elle est arrivée sur le ciel. Donc ce que ça veut dire, c'est qu'on est là tout de suite en train de tester en fait notre capacité à collimer, notre capacité à aligner avec une petite caméra. Alors une petite, il faut voir déjà comment elle est. Vous voyez le praticien ici qui est en train de la régler. C'est une caméra de 9 de nos CCD, qui est un petit panier de CCD de notre plan focal, donc seulement un vingtième de notre plan focal, un vingtième de notre vraie caméra. Et on va se servir de cette caméra test pendant quelques semaines pour voir qu'est-ce que ça va donner, donc justement le fonctionnement même de notre télescope et valider une première partie des choses. Alors, malheureusement, j'ai pas le droit de vous montrer les données du ciel. La seule image qui a été relâchée publiquement, c'est une image qui a été faite avec cette caméra de test en caméra obscura, en fait. Donc, on n'a pas l'optique devant, on a juste les CCD. Et c'est, en gros, une des meilleures caméras du monde, là, à l'heure actuelle, qui est juste utilisée avec la technique de photo la plus ancienne du monde, puisque c'est simplement un trou. C'est vraiment un trou dans une boîte, c'est la caméra obscura. Et ce que vous pouvez voir, c'est que déjà d'une, les CCD fonctionnent bien, il y en a bien 9. Et par ailleurs, vous pouvez voir une partie de l'équipe, ici. Là, on a donc bien sûr pas l'optique devant, mais ce qui est vraiment extrêmement touchant, et encore une fois, c'est pour ça que je suis très contente de parler de ce télescope aujourd'hui, parce qu'on est à l'aube d'une année absolument merveilleuse. Là, vous voyez la monture qui est en train de pointer pour ces données de test sur cette nuit du 24 octobre. Si vous suivez un petit peu le ciel, vous voyez que c'est du time-lapse, c'est pas du temps réel. Mais imaginez que là, vous avez 350 tonnes qui sont en train de bouger pour aller pointer avec notre petite caméra de test au centre. Donc, défocusons un petit peu, sortons de la nuit pour présenter un tout petit peu ce projet, cet observatoire. Donc cet observatoire, comme je vous le disais, il est en haut d'une montagne au Chili, à 2700 mètres d'altitude, c'est en haut de Cerro-Pachón. Pour le donner en quelques chiffres avant de rentrer dans le vif du sujet, pour qu'on se cale un petit peu, c'est un télescope qui a une particularité, c'est qu'il est très trapu. Il est complètement ramassé sur lui-même.
Pourquoi ? Parce que son système d'optique est un petit peu particulier. Il y a 3 miroirs. Donc c'est un télescope de la classe des 8 mètres. C'est du 8 mètres 40. Et c'est un classe de 8 mètres. Et on a donc le primaire, le secondaire et le tertiaire, qui est là. Le tertiaire est creusé dans le primaire. Et donc, la caractéristique qu'on a été recherchée avec ce télescope, c'est d'avoir un très grand champ. C'est-à-dire qu'on va avoir 10 degrés carrés et on va avoir, pour couvrir ce très grand champ, la plus grande caméra CCD du monde, qui a 3,2 milliards de pixels, qui est ici. Donc, le but de ce télescope, ça va être de faire, voilà, comme ça on garde tous bien en tête ce genre de chiffres-là. Le but de ce télescope, ça va être de faire une paire d'images, donc une paire d'exposition de 15 secondes, toutes les 40 secondes. Un point très important pour notre relevé, ça va être la cadence, la répétabilité du relevé, de façon à pouvoir travailler avec en précision pour nos buts scientifiques. Donc on garde ça un petit peu en tête. Et il faut garder également en tête le monstre qu'on a entre les mains. Là, je parle à une communauté d'astro. Donc si je vous annonce que sur une exposition, j'ai une magnitude de 23 et qu'au bout de 10 ans, je vais pouvoir empiler mes images pour atteindre des objets à magnitude 27, et que ça, je vais le faire pour 20 milliards de galaxies. On est en train juste de parler d'une révolution, en fait. On est en train de parler d'une révolution, et c'est pour ça que je suis très, très contente de vous montrer ces images de la caméra de commissioning, enfin, ces non-images de la caméra de commissioning. Je vous rassure, ça marche. On les a vues. Les galaxies, ça marche. Donc, cette caméra de commissioning, elle est importante parce que là, on est vraiment dans le processus de validation qui, d'une part, valide un travail de 25 ans d'une communauté et le démarrage d'une campagne de 25 ans encore. Donc, on est à mi-chemin. Et vraiment, on est au virage. L'année 2025 va être le virage pour l'Observatoire Vera Rubin. Donc, ces chiffres, je vous le disais, ils sont absolument détonnants. C'est complètement dingue. Mais on peut se poser la question mais finalement, pourquoi faire ? Elle est très gentille à me présenter ce télescope, qui a une très grosse caméra, ça va prendre plein de données, ça va être très beau. À quoi ça va servir ? À quoi ça va servir ? Ça va servir à suivre les traces de Madame Vera Rubin. Et c'est pour ça que notre observatoire, depuis 2019, porte le nom de cette astrophysicienne en hommage aux travaux qu'elle a pu faire. Pourquoi ? Parce que la dédicace de notre observatoire, c'est d'aller essayer de traquer la matière noire. Le projet original du Vera Rubin Observatory, c'était de cartographier la matière noire. Or, Vera Rubin, c'est l'astrophysicienne qui, dans les années 60, entre le Lowell Observatory et Kitt Peak, a mis en évidence la matière noire. En fait, c'est la maman de la matière noire. Donc, qu'est-ce qu'elle a vu ? Elle a vu ça, en fait. Elle observait des galaxies, Madame Rubin, et elle observait la courbe de rotation des galaxies. C'est-à-dire qu'elle était en train de regarder la vitesse de rotation des étoiles de la galaxie en fonction de leur position. Ce qu'on attend, si on se base uniquement sur la matière lumineuse, c'est-à-dire ce qui brille, et ce qu'on est capable de détecter avec un télescope quand on regarde ce genre de choses-là, c'est la courbe bleue. Donc c'est ce qu'on attend avec la mécanique, tout ce qu'on connaît bien, donc on est parfaitement capable de calculer ça. Or, c'est pour ça que c'est génial d'aller faire de nouvelles observations, ce qu'elle a observé, ce qu'elle a mesuré, sont les points rouges. Donc les points rouges, ils n'ont rien à voir avec la courbe bleue. Il se passe quelque chose là. En fait, on continue à garder une grande vitesse. On n'a pas d'accord, en fait, entre ce qu'on attend d'un point de vue de la mécanique, tout ce qui est de plus standard, et ce qui est observé. Et ça, c'est observé dans toutes les galaxies où ça a pu être mesuré. Hein. C'est pas un fait isolé pour une petite galaxie qui se balade. Donc, du coup, Madame Rubin en a conclu qu'il semble là-dedans, quand on regarde cette courbe-là, une façon de l'expliquer et une façon qu'on peut poursuivre avec d'autres types de preuves depuis, c'est qu'il semble d'avoir une quantité relativement importante de matière qui n'est pas lumineuse et qui s'étend au-delà des limites de la galaxie observable, c'est-à-dire au-delà de ce qu'on a
comme étoile observable. Donc en gros, on va se retrouver avec un facteur 8 en plus de matière que ce qui émet de la lumière. Donc on a un halo de matière noire. Et ce halo de matière noire, on ne peut pas le voir, parce qu'il n'émet pas de lumière. Donc on l'appelle matière noire. Plutôt logique jusqu'ici. Mais on va pouvoir le détecter. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Comment on va faire pour le détecter? On va utiliser un effet qu'on appelle... Alors, on peut également aller regarder d'autres galaxies. On peut encore une fois, on peut voir d'autres courbes de rotation, mais on va les utiliser pour voir, entre guillemets, la matière noire. On va utiliser un effet qu'on appelle l'effet de l'antigravitationnel. Donc l'effet de l'antigravitationnel, c'est quelque chose qui est lié à la relativité générale, tout simplement. Donc la relativité générale vous dit masse et l'espace-temps dans lequel on est sont liés. Masse, énergie et espace-temps sont liés. Du coup, si on a une masse, en gros, ça, un petit peu comme une boule de pétanque sur un oreiller, on déforme l'espace-temps d'une manière. Et ce qui se passe, c'est que la lumière, quand elle se propage depuis un objet lointain, donc une galaxie d'arrière-plan, par exemple, une galaxie très lointaine, si donc de la lumière se propage de cette galaxie jusqu'à nous, et elle passe sur son chemin, sur le chemin optique, sur la ligne de visée, à côté de cette masse. S'il y a une déformation du chemin sur lequel passe la lumière, ok, on va se retrouver comme ça. Et nous, observateurs, au niveau de la Terre, ce qu'on voit, c'est la direction qu'on reçoit. Donc on suit le chemin rouge et on voit la position apparente pour cet objet qui était réellement ici. On le voit ici. C'est exactement la même chose que si vous avez un mirage. Si vous avez un mirage avec un gradient de température, c'est exactement ça qui se passe. Vous voyez une direction déviée qui arrive en tant qu'observateur, et donc du coup vous interprétez la chose comme l'objet il est là. Donc qu'est-ce que ça fait ça va vous déformer vos sources d'arrière-plan. Alors on peut le voir, vous pouvez le faire chez vous aussi avec un verre à vin ce soir si vous voulez, il n'y a pas de souci. Il vous suffit d'une source ponctuelle, donc une petite ampoule, une petite bougie, et de quelque chose qui va jouer le rôle d'une lentille. Ça marche très très bien avec caméra à pied. Et ce qui va se passer, donc justement, c'est quand vous passez quelque chose qui est capable de déformer devant votre source, eh bien, vous allez étirer en fait la source de ponctuel va se retrouver étirée pour vous observateurs, voire on se retrouve avec des anneaux. C'est les fameux anneaux d'Einstein dans le cadre du lentillage gravitationnel. Mais en tout cas, on se retrouve avec quelque chose qui est largement déformé. Alors, c'est ce qu'on voit. C'est ce qu'on voit quand on a un effet de lentillage gravitationnel qu'on qualifie de fort. Donc là, ce qui apparaît en rose, c'est ce qu'on voit aussi en imagerie X. Là, je vous passe les détails, mais on est capable de voir qu'il y a un amas. Là, ici, on l'a mis en rose. C'est Chandra qui l'a vu. Et ce qu'on voit aussi derrière, c'est justement les galaxies d'arrière-plan qui ont été déformées par la présence de cet amas entre la galaxie d'arrière-plan et nous. Et donc, on se retrouve avec une petite image de l'amas, des arcs gravitationnels qui nous font penser un petit bonhomme au chat de Cheshire. Donc c'est plutôt joli et plutôt sympathique. Donc je rappelle, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de regarder les amas là, qu'on n'est pas censé voir sur le chemin de la ligne de visée en s'appuyant sur les déformations des galaxies d'arrière-plan qu'on est capable d'observer. Donc ça, en fait, c'est parfait pour sonder la distribution de matière noire dans l'univers. On peut l'utiliser pour des amas, c'est ce que je viens de vous montrer comme exemple. On peut l'utiliser de manière forte, c'est-à-dire avec des effets qui vont aller jusqu'aux arcs exagérés que notre petite animation nous permet de mettre en avant. Maintenant, on pourrait le faire de façon plus faible, en imaginant que nous, observateurs, on est ici, sur cette face de la boîte, et on observe des galaxies qui sont là-bas. À chaque avancée des rayons lumineux qui viennent des galaxies d'arrière-plan, vous allez avoir de faibles déviations qui vont être imposées au trajet du rayon lumineux, et on va se retrouver avec quelque chose qui est éventuellement faiblement déformé
en observant les galaxies d'arrière-plan de façon systématique pour l'observateur qui se trouve ici. Donc cet effet, c'est plutôt l'anti-âge faible, et c'est effectivement ce qui nous a amené en fait à se dire qu'on pouvait carrément cartographier la matière noire avec un télescope. Donc en fait, là pour ça, je dois vraiment remercier le papa de notre télescope, Tony Tyson, qui est à UC Davis. Pourquoi c'est le papa de notre principe notre télescope et du principe qu'on a soulevé ici? C'est que à la fin des années 80, lui et son équipe ont mis en évidence sur l'amas d'Abel. Ici, là, c'était en argentique. Je vous le mets ici, on le voit mieux sur une image de bol. C'est le même amas. Ils ont mis en évidence qu'on pouvait utiliser les petites déformations des galaxies d'arrière-plan pour caractériser la distribution de la matière noire, dans un amas de galaxies. Donc là, on va s'appuyer ici sur les petites déformations des galaxies qu'on observe ici pour avoir une carte de masse, en fait, de l'amas. Et donc, ça nous permet de reconstruire le profil de masse de la masse, etc., etc. Mais surtout, on est capable de le faire en régime faible. Et ça a permis, en fait, de mettre les premiers jalons pour la construction d'un télescope qui serait capable de cartographier la matière noire dans notre univers, qui était à l'époque qui reste une grande question, puisque on n'a pas de détection directe de matière noire. On la voit encore une fois via les cartes de masse sur les amas, via les courbes de rotation des galaxies. Il y a d'autres effets, mais on n'a pas non plus c'est pas tangible, c'est d'ailleurs pour ça qu'on l'appelle matière noire. On a pas mal de candidats qui sont derrière, mais on n'a pas encore grand-chose. Donc il y avait vraiment idée de pousser la réflexion pour aller chercher cette matière noire. Dans les années où a été proposé le projet, vraiment, même début des années 2000, là, quand on a commencé à regarder ce genre de choses-là, ce qui agitait vraiment la communauté, c'était justement la question de la matière noire. Donc, ce qui a été proposé dans les années 2000, donc par Tony Tyson et ses collègues, c'était de mesurer la distribution de la masse dans un univers qui est assez proche, c'est-à-dire à un redshift inférieur à 1. Donc c'est à peu près 8 milliards d'années-lumière. Donc pour nous, ça c'est proche, juste parce qu'on fait de la cosmologie. Donc du coup, nous, c'est à côté. Mais ça a fonctionné. Et cette utilisation du lentillage gravitationnel faible, qu'on appelle aussi, alors je vais faire quelques anglicismes, parce qu'on est quand même dans une communauté très internationale avec un projet qui est principalement américain. Donc le lentillage faible, dans ce cas-là, on appelle ça aussi le cosmic shear, ou le cisaillement cosmique. Donc ils ont pu démontrer que l'utilisation du lentillage faible permettait d'observer un signal en utilisant 145 000 galaxies. Et donc ça a donné vraiment le coup de départ à ce qu'on puisse utiliser ce type d'observation-là pour cartographier la matière noire. Ça a été fait sur le télescope Blanco, qui est déjà au Chili, ici à Chirotololo, avec la caméra qu'on appelle la Big Throughput Camera. Donc là, ce qui est assez intéressant, et c'est pour ça que je voulais la montrer, cette caméra. Donc, les technologies des capteurs progressent, on est dans les années 2000, mais on est quand même encore loin d'aujourd'hui. Et là, donc, ils ont fait ces mesures-là avec une caméra à 4 CCD. Donc je rappelle que notre caméra de test, qui est un 20e de notre plan focal final, est déjà à 9 CCD. On était déjà avec quelque chose de beaucoup plus petit, mais elle est extrêmement importante dans l'histoire, en fait, cette caméra. D'ailleurs, je crois qu'elle est conservée au Smithsonian, parce qu'elle vaut vraiment le coup. Parce que cette mesure a été centrale pour démarrer un projet qui va nous permettre, encore une fois, de cartographier la matière noire et d'aller encore plus loin. Donc si on reste dans la genèse de notre télescope, on peut se poser la question de, finalement, quels sont les bons ingrédients pour arriver, et parce que c'était le but, à faire du cosmic shear à grande échelle. Si je veux aller regarder tout le ciel et faire du cosmic shear là-dessus, histoire de cartographier
l'éponge ou les filaments, pour ceux qui voient un petit peu de quoi je parle quand j'avais montré les images de l'anti-âge faible. Donc, pour aller cartographier cette éponge, comment est-ce qu'on va faire? Donc, quels ingrédients on doit avoir? Donc, la même petite bande nous a proposé d'utiliser un grand télescope. Donc, et ce qui est assez intéressant, là, c'est les caractéristiques qui avaient été discutées initialement. Donc, il nous faudrait un 8 mètres. Pourquoi? Parce qu'on va aller assez profond, donc il nous faut de la collection. Il nous faut un bon site. Et il nous faut un site avec un signe qui est inférieur à 0,5 arc-seconde. Donc là encore, au doigt mouillé. Là où on se trouve, on est très très bien dans les clous par rapport à ça. La caméra qu'on doit utiliser doit nous permettre d'avoir une excellente résolution, c'est-à-dire à un pixel à moins de 15 microns. Donc ça aussi, c'est obtenu sur ce qu'on va obtenir. Et pour avoir un bon échantillonnage, étant donné la taille de notre pixel, il va nous falloir une focale de 10 à 12 mètres. Donc, du coup, un f sur d de 1,25. Bon, là, ça, c'est pas tout à fait faux aussi. Ils sont arrivés, en fait, à monter le design du télescope en allant chercher une optique à 3 miroirs. Donc, pourquoi? Parce qu'en fait, on a besoin de corriger les aberrations optiques et la seule formule qui va fonctionner pour ce type de caractéristiques, ça va être une formule optique à 3 miroirs. Donc, une formule à 1 ou 2 miroirs a été exclue. Donc là, ce qui est assez rigolo sur ce dessin et sur celui-ci, en fait, c'est que c'est vraiment les premiers dessins qui ont été faits. Ce premier dessin-là, on avait, dans ma collaboration, on en avait fait une petite vidéo. C'est un transparent, en fait, sur lequel on faisait les dessins il y a 20 ans de ça, un peu plus. On faisait les dessins pour projeter à la place de ce que je suis en train de faire en ce moment. Et donc, il y avait eu ce dessin pour proposer comment faire un télescope qui s'appelait à l'époque, puisque le but était de cartographier la matière noire, le Dark Matter Telescope. Et donc, ces personnes-là, entre UC Davis et l'Université d'Arizona, avaient proposé ce design où là, on avait ici quelque chose d'assez long et là, le miroir tertiaire qui était légèrement en retrait par rapport au primaire et la caméra qui se trouve ici. Donc tout ça, c'était pas très loin du design qu'on a aujourd'hui finalement. Donc on a vraiment essayé de garder finalement la recette du bon chasseur de cisaillement cosmique de façon à construire l'observatoire Rubin. Donc, avec ces idées-là en tête, il fallait encore le faire grandir, ce projet. Et c'est pour ça que je prends le temps d'en parler aujourd'hui, c'est parce que, comme je vous disais, on est une année charnière. Donc là, de parler de la genèse de ce projet, moi, je trouve que c'est le moment, en fait. Parce qu'après, on va vous montrer nos résultats de sciences. On ne vous parlera plus de la genèse du projet. Donc là, ce qui était intéressant, c'est de voir comment ce projet a grandi. Les échelles de temps sur un projet comme celui-là, je pense, ont changé la donne par rapport à ce qui était fait en astro jusqu'ici. C'est-à-dire qu'on a des échelles de temps qui sont beaucoup plus longues, qui ressemblent beaucoup plus à celles, pour ceux qui sont branchés CERN, qui ressemblent beaucoup plus à des échelles de temps qu'on aurait en physique des particules, finalement. On a 20 ans entre la proposition du design et la mise sur le ciel. Donc, en 98, qu'est-ce qui se passe ? On a, grâce à ce petit dessin, le concept d'un télescope à grand champ pour mesurer la distribution de la matière noire qui est né. Donc on propose ça et là on avait retrouvé la proposition officielle de ce qui avait été fait pour ce télescope qui date des années 2000. Et donc, alors je vous le redonne en français, histoire de pas vous mettre trop d'anglais quand même. Donc là, c'était vraiment la proposition qui était donnée vers les agences de financement. Et on vous dit, nous proposons la construction d'un télescope de classe 6 mètres. Alors c'est quasiment ça, étant donné les obstructions qu'il peut y avoir sur notre télescope. On est effectivement à peu près dans cette gamme-là par rapport au primaire. Avec un seul instrument qui va être optimisé pour la poursuite d'un seul but. La mesure de la distribution de la matière noire dans l'univers. Alors, ce qui précise également nos concepteurs, c'est que les clusters, les amas de galaxies,
sont un petit peu, c'est assez poétique, moi j'aime bien cette phrase, c'est pour ça que je l'ai surlignée. Les clusters les amas de galaxies, pardon, je vous avais prévenu qu'il y aurait des anglicismes. Donc les amas de galaxies sont un petit peu comme l'écume sur le haut des océans, et on a besoin en fait, avec ce télescope, de revenir à la question qui est vraiment la question centrale, qui n'est pas de regarder simplement le bout d'écume, mais de regarder l'océan lui-même, c'est-à-dire où est toute la masse dans l'univers. Et donc pour ça, on doit vraiment aller étudier l'océan. Donc se contenter des images qu'on avait sur les amas de galaxies, comme celles que j'avais pu vous montrer tout à l'heure, ne suffit pas à nous faire garder le sourire. Là, on se retrouve à devoir, donc encore une fois, utiliser le cisaillement de façon, dans un régime de l'anti-H faible, pour aller effectuer une grande cartographie. Après 10 ans de maturation, là, ce projet-là qui avait été proposé en 2000, après 10 ans de maturation, va devenir vraiment une priorité pour le gouvernement américain, enfin pour les agences de financement américaines, qui définissent, donc elles définissent leur grand projet par roulement de 10 ans, les agences américaines. Et donc, du coup, après 10 ans déjà de maturation du projet, le projet va être recommandé pour la construction d'un télescope qu'on appelle à l'époque le Large Synoptic Survey Telescope, donc il s'appelle déjà LSST, on va changer de nom après, comme une première priorité pour l'astronomie au sol. Donc il y a derrière cette idée-là, encore une fois, l'idée de la matière noire. Mais en fait, depuis, le programme scientifique a évolué. Pourquoi ? Parce que d'étudier la cartographie de la matière noire vous permet d'aller caractériser le deuxième gros graal actuel de la cosmologie, il y en avait que deux, mais il est bien placé celui-là, qui est la caractérisation de l'énergie noire. Alors, on va résumer en 2-3 mots, histoire de pouvoir savoir de quoi on parle. Donc, si on résume de façon assez drastique les questions qui se posent en cosmologie à l'heure actuelle, en gros, notre grand problème depuis la fin des années 90, puisqu'on a été l'observer, c'était d'ailleurs le prix Nobel en 2011, c'est que l'univers est observé comme étant en expansion accélérée. Donc on a été étudier des supernovas, on s'est aperçu qu'elles étaient un petit peu plus loin que ce qu'on attendait. On en arrive à cette conclusion-là. Ce que ça veut dire, c'est que depuis un passé assez récent, on se retrouve à avoir l'univers qui non seulement s'expand, là on était dans un régime assez cool, mais là on s'expand de façon accélérée. Et donc on essaie de comprendre ce qu'il y a derrière ce phénomène qu'on observe. Là les faits sont là, il faut comprendre ce qui se passe. Donc il y a différentes façons d'aller l'expliquer si on regarde les équations, et donc on va l'expliquer qui par une énergie sombre ou qui par une constante cosmologique, une constante cosmologique avec la bonne valeur, pour que ça fonctionne ici, pas la valeur qu'il y avait initialement. Mais donc, il y a quelque chose qui est derrière, qui est le moteur de cette accélération récente. Et donc, on va essayer d'aller étudier ça. C'est d'autant plus prégnant que si on fait le contenu masse-énergie de notre univers, la matière baryonique qui est nos étoiles, nos planètes et surtout nous, c'est 5%. Ça, c'est ce qu'on sait faire. Enfin, et encore, un petit peu mieux. Tout ce qu'on ne connaît pas, c'est-à-dire on n'a même pas une traître idée, là, alors il y a des modèles, mais tout ce qu'on ne connaît pas, ce qu'on n'arrive pas encore à caractériser, à vraiment dire qu'est-ce qui se passe, c'est 95%. C'est tout le reste. Donc vous imaginez l'ampleur du Graal, non seulement on veut la matière noire, oui, c'est bien la matière noire, mais là on se retrouve dans une deuxième position qui est, il y a quand même 70% de ce qu'on a dans notre univers à l'heure actuelle. Je suis obligée de l'appeler énergie sombre et l'ensemble secteur sombre parce que je ne sais pas quoi en dire. C'est un petit peu frustrant en tant que physicienne, moi je vous le dis. Alors, du coup, comment on va faire pour aller caractériser ça ? Pourquoi on va pouvoir utiliser les mesures de la matière noire pour aller comprendre ce qui se passe avec l'énergie noire ? C'est simplement parce que on va aller regarder, en regardant la distribution de la matière noire, on va aller regarder comment sont les grandes structures de notre univers.
C'est ce que vous voyez qui se forment là, ici, qui font les petits filaments là. Ça, c'est les grandes structures de notre univers. C'est-à-dire que la matière, donc toute la matière, hein, qu'elle soit noire ou visible, mais étant donné que la matière noire est majoritaire, c'est principalement de la matière noire, la matière, elle interagit gravitationnellement, donc elle s'effondre sur elle-même. Donc on a tendance à former des filaments. On va former des filaments, on va former des clumps, c'est tout un secteur extrêmement intéressant. Et on va voir donc, depuis des temps plus éloignés jusqu'à aujourd'hui, la formation de ces structures. Si on se retrouve avec une composante qui met de l'énergie et qui, d'une manière ou d'une autre, là aujourd'hui, peu m'importe de la théorie, on peut en discuter si vous voulez après, mais d'une manière ou d'une autre, vous ajoutez une composante répulsive là-dedans, donc quelque chose qui a une équation d'état telle que vous êtes en train de pousser à l'extérieur, vous gênez la formation des structures, c'est-à-dire vous êtes en compétition entre la gravitation et ce qui sera apporté par ce que vous mettez derrière énergie noire. Du coup, si vous êtes capable de regarder ces structures et la façon dont elles se forment, vous êtes capable de faire quelque chose. Donc qu'est-ce qu'on va faire ? Encore une fois, on va revenir au lentillage gravitationnel faible. On n'a pas trop le choix puisqu'on est en train de regarder une forme de matière, donc encore une fois, la matière noire qui n'interagit que gravitationnellement. Donc du coup, on va se servir en fait de cet effet de lentillage gravitationnel. Ce type de mesure en fait devient vraiment aujourd'hui, et pour arriver à caractériser l'évolution de l'énergie noire, enfin l'évolution de la matière noire et donc les paramètres de l'énergie noire, devient ce qu'on appelle une sonde cosmologique. C'est-à-dire qu'on va l'utiliser dans un régime très faible, et quand on a plein de petites galaxies d'arrière-plan comme ça, là que j'ai mis comme des petits points, ce sur quoi on va s'appuyer, c'est que s'il y a de la matière qui se balade avec une certaine distribution devant nous, on va avoir une espèce de déformation. Alors là, c'est exagéré, hein, encore une fois, c'est pour arriver à fixer les idées. En fait, vous ne voyez pas l'œil nu. Vous allez avoir une déformation qui va être relativement cohérente, enfin, une déformation cohérente des images de vos galaxies. Donc, du coup, si vous avez une déformation cohérente des images de vos galaxies, ça veut dire que l'effet moyen n'est pas nul. Donc, vous êtes capable de détecter cet effet de façon très faible et de façon systématique sur un relevé de galaxies. Là, encore une fois, je tiens à passer la seconde. On n'est plus en train d'observer un amas, on est en train d'observer tout le ciel et on est en train de regarder comment les images des galaxies d'arrière-plan ont été déformées par de la matière entre-temps. C'est un effet qui va être super faible, mais c'est vraiment faible, petit, mais qui va être présent partout. Donc, du coup, ce qui est génial, c'est que si on se retrouve avec un pouvoir statistique suffisant, qu'est-ce que ça veut dire un pouvoir statistique ? Ça veut dire si je mesure cet effet sur suffisamment de galaxies, sur une portion de ciel qui est suffisamment grande et avec suffisamment de profondeur, je peux m'en servir pour la cosmologie. Parce que j'aurai assez de densité de galaxies sur mon champ, j'aurai assez d'objets pour pouvoir établir cette déformation cohérente sur laquelle je vais m'appuyer pour refaire ma carte de masse. Donc là, il y a vraiment un nouveau défi observationnel quand on est en train de faire ça. Et j'en rajoute encore un petit peu. Puisque ce que j'aimerais faire, encore une fois, moi, cosmologiste, c'est de savoir quelles sont les contraintes sur les paramètres de l'énergie noire. Donc savoir qu'est-ce qui a perturbé la formation de mes structures au cours du temps dans un univers relativement récent. Donc pour ça, ce que je vais même essayer de faire, c'est de faire l'observation dont je vous parlais à l'instant, mais en profondeur. Je vais essayer de le faire par tranche. C'est-à-dire que je vais essayer d'identifier les galaxies qui se trouvent ici et de me dire « Ah, ça va être lentillé par tout ce que j'ai devant. » Je vais regarder celles qui sont ici aussi et ça va être lentillé par ça. Donc du coup, je vais avoir des effets que je vais pouvoir ranger par tranche qui vont être différents. Là, vous voyez, plus je me rapproche, moins il y a d'effets. Et cet effet rangé par tranche va me donner moyen de reconstruire mes cartes de masse tranche par tranche et donc d'avoir une distribution 3D de ma matière noire. Et là, bingo. Bingo, on va réussir à faire quelque chose.
Donc, comme on va s'y prendre avec LSST, l'Observatoire Rubin, notre relevé LSST, typiquement, ce qu'on doit retenir comme ingrédient pour arriver à faire ce genre de choses, c'est qu'il va nous falloir une grande étendue, ça oui, mais surtout pour arriver individuellement à faire ces mesures, il va falloir mesurer avec une grande précision et une grande exactitude, c'est-à-dire beaucoup de galaxies et en sachant très 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 bien ce qu'on fait, la position des galaxies, le flux éventuellement dans différentes bandes, parce que si on l'a dans différentes bandes, on va pouvoir avoir de la distance, ou alors si vous avez de la chance, vous avez des spectres, mais on va en discuter, c'est pas gagné. On ne peut pas le faire pour ce genre de mesures-là. Et si vous avez le flux, eh bien vous êtes capable, si vous avez un bon instrument, de remonter à la forme de l'objet, entre autres. Hein. Mais moi, c'est les ingrédients que je vois bien pour un télescope comme celui-là. Et quand on a un télescope comme celui qui est sur le Vera Rubin Observatory, eh bien on va s'amuser, du coup, à aller cartographier le ciel, tac, 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 avec notre caméra, pour obtenir des images de ce style-là, sur tout le ciel du Sud. Donc là, on a tous les ingrédients principaux de comment est-ce qu'est né le projet Rubin et comment est-ce que ça s'est mis en place, pour quelles raisons de physique on a décidé de poursuivre ce projet. Donc, comme je vous le disais il y a quelques minutes, on a eu les financements des agences américaines. Les agences françaises se sont aussi positionnées assez tôt sur le projet, puisqu'on a pris une part importante à la fois sur la caméra et à la fois sur le traitement des données, enfin sur le stockage des données, sur le traitement vraiment des données, sur le processing. Et agence de financement payant, on a pu commencer les travaux pour construire notre télescope en 2014. Donc là, vous voyez déjà, on avance dans le temps, encore une fois. Donc là, il y avait une petite fête, donc une petite sculpture qui est restée de 2015, mais le vrai démarrage des travaux, c'est 2014. Revenons un petit peu à notre télescope, maintenant qu'il est achevé et prêt à être mis sur le ciel. Donc, LSST, alors on va revenir un petit peu sur les noms, parce que du coup, je me suis un petit peu avancée à vous dire, ah là, il s'appelait comme ça, après il a changé, etc. Le nouveau nom de notre survey, ça c'est le nom du programme, c'est-à-dire quand on va accumuler les galaxies, comment on va appeler ce fait d'accumuler les galaxies. Ça s'appelle donc justement LSST, on l'a gardé en hommage au premier nom du télescope. Et ça veut dire maintenant Legacy Survey of Space and Time. Ça a été changé, si je ne me trompe pas, en 2019. J'ai eu un peu du mal à m'y faire. Maintenant, ça va. Mais donc ça, c'est le nom du programme. Allez, à cette époque, donc justement, on a nommé tout l'observatoire qui est ici. Donc là, notre observatoire principal et son petit télescope auxiliaire ici qui va nous aider à calibrer l'atmosphère. On l'a appelé l'observatoire Vera Rubin, en hommage donc à l'inventrice de la matière noire. Le télescope lui-même, ça je pense que si vous l'entendez le nom aujourd'hui, je ne suis pas sûre que vous l'entendiez encore, ou peut-être quand on va faire notre première lumière, c'est le télescope Charles Simonyi. Alors, Charles Simonyi, pour ceux que ça intéresserait, ou qui savent déjà peut-être, c'est Monsieur Excel. C'est un multimilliardaire, en fait, qui est le papa de Excel, le tableur, et qui a grandement contribué au financement de nos miroirs. Donc, en échange, on a été sympa. on a nommé le télescope, vraiment la machinerie, à son nom. Donc là, on vient là, il y a très peu de temps, de faire une cérémonie, justement, de baptême du télescope avec la famille Simonyi. Donc notre observatoire se trouve à 2700 mètres d'altitude au Chili. Donc le Chili, c'est un pays qui est merveilleux. Vous êtes jamais trop loin de la mer, mais vous êtes déjà dans la cordillère des Andes, ce qui vous permet d'avoir un signe absolument merveilleux. Et c'est pour ça qu'on va tous se mettre là-bas. Après, c'est un très très beau pays, comme vous pouvez le voir. Et donc là, on est à 100 km de notre base arrière qui est à La Serena. Là, on est dans la montagne, donc 2700 mètres. Et vous voyez qu'on est... c'est un pays qui est en longueur, mais on est un petit peu nord. On est nord de Santiago, à quelques centaines de kilomètres. Donc, cet observatoire, maintenant, revenons un petit peu sur
sur son fonctionnement. Je vous avais dit tout à l'heure, c'est un système à 3 miroirs. Le système à 2 miroirs, une formule à 2 miroirs ne pourrait pas fonctionner pour corriger les aberrations optiques de notre système. Donc, on a un miroir qui est assez unique, enfin même pas assez unique, qui est unique. On n'a jamais eu ça en fait avant, puisqu'on a notre primaire à 8,40 m, le secondaire ici, le tertiaire qui fait 5 mètres, qui est directement creusé dans le primaire. Donc on n'a pas 2 miroirs séparés pour primaire et tertiaire, mais c'est la même masse de verre qui a été utilisée et qui a été creusée pour avoir le tertiaire dans le primaire. Ça, c'est vraiment assez unique. On a une focale qui est à 10 mètres. Donc ça, c'est, si vous vous rappelez de ce que je vous racontais tout à l'heure sur les designs initiaux, et si vous regardez F sur D notamment, on a été bien sage et on a bien suivi les recommandations initiales. Enfin, il n'y a pas le choix. C'était ça qu'on voulait faire. Donc moi, je voulais vous le mentionner pour insister sur l'aspect nécessité d'une vision quand on a un projet de cette échelle-là. En fait, on doit vraiment penser très très loin, et en termes d'instruments et en termes de physique. Donc, au-delà de ça, si on suit un petit peu ce qui se passe pour la lumière, donc ce télescope-là, pour ceux qui connaissent, enfin ceux que ça intéresse, c'est un Paul Baker modifié. Et donc, après ça, on va avoir la caméra qui va se loger ici, au niveau, elle va être au milieu du secondaire en fait. Et donc pour ça, c'est quand même une optique qui marche très 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 bien. Et du coup, on n'a presque pas d'aberration. Au demeurant, on a quand même besoin d'un correcteur de champ pour les corrections chromatiques, et notamment pour la correction du chromatisme qui est introduit par la fenêtre de fermeture du cryostat de la caméra. Parce qu'on va en parler dans un instant, la caméra elle est mise en froid pour CCCD. Et donc, du coup, on a une fenêtre, et pour corriger de ce chromatisme-là, on est obligé d'avoir plusieurs lentilles, dont la première, je vais vous la montrer en photo dans un instant, est assez impressionnante. Donc, pour vous caler un petit peu les idées sur ce que ça veut dire un miroir de 8 mètres, quand il a été fondu, il y a quelques années déjà, vous voyez la personne qui est en train d'installer les blocs de verre un par un. C'était quand même assez impressionnant. C'est à Tucson, Arizona, ça s'est passé. Ils ont un laboratoire spécialisé là-dedans. Ils sont extrêmement forts. Quand on voit les machineries qu'ils utilisent pour ça, c'est presque émouvant, honnêtement. Donc, on a ces blocs de verre qui vont être fondus et qui vont donc vous créer une galette de verre qui va ensuite être polie. Alors, ça reste encore un petit peu grossier quand on est à ce stade-là. Et creusé de façon, on le voit ici, à avoir la courbure du M3 dans le M1. Donc là, vous voyez qu'on a encore, à ce stade-là, un gros bloc de verre. On est content, on l'a coulé, on l'a creusé, on le polit, et on envoie. On envoie au Chili, on envoie au sommet. Donc là, vous voyez d'autres télescopes. Il y a Gemini, il y a SOR. D'autres télescopes qui sont les voisins du Vera Rubin. Et notre miroir qui se balade sur une route de la cordillère des Andes. Donc la route, déjà, on est un peu impressionné. Mais alors, quand on passe dans le tunnel, c'est juste, moi j'aurais pas aimé être au volant, je vous le dis tout de suite. J'aurais vraiment eu peur d'abîmer cette pièce d'art qui est notre miroir primaire. Donc, et encore pire, si vous faites un zoom sur là, alors c'est pas le miroir, parce que sinon, là j'aurais vraiment eu peur. Là c'est pas le miroir, on va le regarder dans un instant. C'est le chaudron en fait qui va nous permettre d'argenter notre miroir. Donc de recouvrir, de le rendre réfléchissant, parce que là on a toujours un bloc de verre. Donc ça c'est le gros chaudron, donc il est un petit peu plus gros que le miroir, pour pouvoir rentrer le miroir dedans, logique. Mais il passe vraiment, vous voyez, c'est du travail d'artiste, hein, donc ce qui limiterait presque, au-delà des caractéristiques de physique qu'on avait envie de mettre derrière, mais ce qui limiterait presque la construction de notre télescope, finalement, c'est la taille du tunnel, parce qu'il fallait passer le miroir dedans, quoi. Donc, c'était vraiment une aventure, la livraison de ce miroir. Et là, il y a récemment, le primaire a été
il a simplement été recouvert de sa surface réfléchissante. Donc je me permets du coup de vous passer quelques petites images, quelques petites vidéos. Alors là, on va vite, hein. C'est un processus qui prend plusieurs heures, qui prend entre 4 et 5 heures. Et donc on met notre miroir dans ce gros chaudron. Et on va, vous voyez, là on a encore la pièce de verre. On met une première couche de nickel-chromium, histoire que ça adhère bien. Et là, regardez, en une passe, on va bientôt avoir... Donc là, on ajoute, vous voyez, ça passe. Tac, ça y est, c'est réfléchissant. En une passe, c'est magnifique. Ce qu'on obtient, là aussi, c'est presque touchant de le voir se faire. Donc, ce qu'on rajoute après, on rajoute encore un petit peu du nickel-chrome et une dernière couche de nitrure de sodium, de façon à durcir l'ensemble pour pas que ce soit abîmé. Mais là, c'est vraiment durcir ça et on rouvre le chaudron et aha. Et là, voilà, on avait rentré une pièce de verre et on récupère un miroir. Là, vous avez M1, M3. C'est juste magnifique. Alors, bien sûr, il y a des petits défauts. Très raisonnable, vraiment. Très, très, très raisonnable. Parce qu'on cherche à mesurer des effets qui sont tout petits. Donc, il y a des petits défauts, mais c'est vraiment magnifique ce qui a été obtenu. Et là, il faut voir que ce processus-là, il se passe dans la partie longue de l'observatoire que vous avez vu tout à l'heure. Et on va le répéter tous les ans. De façon à rendre son lustre à notre miroir. Et là, donc ça, c'était fait il y a quelques mois, il y a très très peu de temps. Si vous avez vu passer la date, là aussi, c'était en octobre. On a déplacé le miroir pour le mettre au niveau de la monture. Donc là aussi, c'est une aventure. Encore une fois, c'est un télescope de 8 mètres. Donc, ça va nous permettre de revoir le bâtiment de l'observatoire. Donc là, je vous rappelle, on en est dans la partie longue de l'observatoire. Elle est magnifique cette image quand il monte dans l'ascenseur à miroir. Et là, donc, on a fait les travaux de coating ici. On l'amène dans la partie où se trouve notre monture, qu'on voit en réflexion là dans MM3. Et ce qui va, voilà, après quelques petits ajustements, là aussi, c'est un processus qui est long. Il s'agit de déplacer une masse assez extraordinaire. On va avoir les ajustements, une petite photo pour la postérité, et ça y est, le miroir est en place. Donc là, on se retrouve à avoir notre télescope qui est quasi prêt à prendre ses données, il ne manque plus que la caméra. Et donc, on va suivre, pour parler un petit peu plus de cette caméra, on va suivre le chemin optique. On va suivre le chemin optique simplement en se disant, bon ben voilà, la lumière arrive, elle passe au secondaire, tertiaire, hop, là, on arrive sur le correcteur. Le correcteur, je vous avais dit, j'aimerais bien vous en parler un instant, aussi parce que c'est une production française, donc on peut en être fier. Donc c'est la plus grosse lentille pour l'astronomie qui était faite jusqu'ici. Je crois qu'elle est au Guinness. Comme l'atteste la présence de cette personne ici, ça fait 1,50 m. Et là aussi, elle est redoutable, elle est magnifique. Donc c'est un télescope, c'est un monstre, au sens positif du terme. C'est vraiment un monstre trapu qu'on va lancer à la chasse de la matière noire. Donc la caméra qui est juste derrière, caméra sur laquelle il y a eu pas mal d'implications françaises, dont des chercheurs et des ingénieurs de mon équipe. Donc la caméra, c'est en gros un champ de 10 degrés carrés. 10 degrés carrés, c'est 40 fois la pleine lune. C'est juste énormissime. On est sur 3,2 milliards de pixels. Donc ça nous donne une résolution, donc avec un pixel qui est de l'ordre de 10 microns, une résolution qui a 0,2 arcs-secondes par pixel. 0,2 arcs-secondes par pixel, ça vous donne la capacité, ce qu'on aime bien donner, c'est la capacité à repérer une balle de golf depuis 24 km. Donc vous êtes capable, avec cette résolution-là,
d'aller voir ça. Alors, pour ceux qui s'en inquiéteraient, parce que comme là, je sais que j'ai des gens qui font de l'astrophoto et tout ça, enfin, le signe du site, il est à 0,6 arcs secondes. Donc, on est pas mal, ça devrait bien fonctionner, on ne s'est pas trop planté. Et donc, du coup, on se retrouve à avoir déjà cette résolution absolument dingue sur un champ énorme. C'est vraiment ce qui fait la caractéristique de Rubin. C'est ce champ énormissime qu'on va avoir en ayant 189 CCD de science. On va avoir quelques petits CCD dans les coins, là, dont je ne parlerai pas, du coup, qui vont nous permettre d'aider à la collimation, à la correction du champ. Mais nos CCD de science, on en a 189. Et tout ça est sur ce plan focal, refroidi à moins 100 degrés, de façon à assurer un bon rapport signal-sur-bruit. Et ça fait, en gros, c'est une camionnette. Ça fait 3 tonnes. Elle est haute comme moi en diamètre. C'est juste, là encore une fois, une énormité. Pour se rendre compte, avec plus des mots d'astrophysicien, j'ai emprunté un transparent à un collègue que j'ai trouvé absolument magnifique. C'est en se basant sur les premières images d'Euclide qui avaient été lâchées dans la presse. Donc Euclide, son but, c'est pas d'aller regarder les formations d'étoiles, la tête de cheval, mais ils avaient lâché cette image-là pour montrer que le télescope marchait bien, déjà d'une part, et puis aussi pour nous donner une jolie image, ce qui fait toujours plaisir. Donc j'espère qu'on aura bientôt de chez nous. Donc Euclide avait donné cette image-là, et mon collègue avait voulu le comparer à Hubble. Parce qu'on se dit, bah voilà, là on va avoir un grand relevé de galaxies, qu'est-ce qui se passe par rapport à Cosmos, ça ressemble à quoi? Donc Hubble, c'est pas du tout le même style de champ, là c'est le petit carré, hein. C'est pas du tout le même style de champ qu'Euclide, beaucoup plus petit, et encore, ça c'est grand pour Hubble, en fait c'est 4 tiles de Hubble. Donc c'est juste beaucoup, beaucoup plus petit comme champ Hubble. On pourrait aussi nous dire, mais alors qu'est-ce que vous avez apporté par rapport à James Webb, qui est aussi une star en scène en ce moment. Donc James Webb, c'est là aussi pas du tout le même type de champ, hein. Là, tac, c'est ici. Et surtout, le James Webb, il va surtout dans l'infrarouge. Donc nous, on va être plutôt dans le visible, et le proche infrarouge, on ne fait pas exactement la même chose. Donc tout ça pour vous dire, parce que vous êtes en train de regarder depuis tout à l'heure, que si vous allez regarder dans les bases d'astro pour avoir grosso modo à quoi ça ressemblerait si on regarde la tête de cheval, ben là, on a tout ça, quoi. Donc on joue carrément pas dans la même cour, c'est-à-dire on ne poursuit pas les mêmes choses, on n'a pas le même instrument. Et c'est pour ça qu'on va être, on est attendu en fait pour tourner une page un petit peu dans les grands relevés de galaxies. Donc la caméra, je voulais vous en remontrer une petite partie ici. Elle est pour vous redonner une idée de l'échelle. C'est un défi technologique à elle toute seule, la caméra. C'est vraiment ce qui va nous donner le pouvoir de faire ce relevé. Pourquoi ? Parce qu'on l'a vraiment optimisé. Donc d'une part en résolution, en taille, mais aussi en temps de lecture pour l'électronique et en capacité des CCD en fait, de façon à pouvoir tenir notre cadence. Ce que je vous disais, c'est que notre grande force, notre grande volonté, c'est d'avoir un relevé qui revient beaucoup sur les mêmes endroits, qui est capable de faire tout le ciel, d'avoir un grand champ, d'être vraiment dans la répétition. Et donc ça impose, si on a une cadence qui est forte, ça impose qu'on ait un temps de lecture pour la prise de nos images qui soit tout record. Or, on avait besoin, pour des raisons de qualité scientifique des images, de bosser avec des CCD. Si on se retrouve avec des CCD qui sont 4000 sur 4000, la lecture de ce genre de CCD, si on fait rien du tout, ça va pas du tout. C'est très long, en fait. Donc, du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place une électronique derrière qui était capable de lire en parallèle avec 16 voies d'électronique. Donc, c'est un peu comme si on avait 16 CCD différents dans un seul CCD. Alors, ça me pose certains petits soucis, mais finalement, on s'en tire assez bien, en particulier grâce à nos équipes de Jussieu. Et donc, on se retrouve à avoir une optique avec un plan focal
sur lequel le temps de lecture des CCD n'excède pas 2 secondes. Donc là, c'est vraiment énorme, d'autant que, encore une fois, je vous disais, nos CCD ont des caractéristiques tout à fait particulières en termes d'efficacité quantique, par exemple, puisqu'on a été les chercher de façon à ce qu'ils soient très efficaces, y compris dans le proche infrarouge. Parce que là, on se retrouve encore, vous voyez, à 1000 nanomètres, on est encore à 30% d'efficacité quantique. Donc la capacité de détection des photons reste tout à fait raisonnable. Donc ça, c'est des CCD qu'on n'a pas fait nous-mêmes. On les a achetés dans l'industrie avec un cahier des charges très précis, au demeurant. Et on a fait appel à 2 entreprises pour ça. Pourquoi ? Parce que sinon, ils n'auraient pas été capables de livrer dans les temps, en partie. Et en plus, ils ont fait des prix assez différents, comme vous pouvez le voir ici. Mais surtout, on avait un problème de livraison, en fait. Donc la première image qui avait été faite avec notre grande caméra, encore une fois, une caméra obscura, youpi, le plus beau chou romanesco de l'histoire de la physique. Donc, on se retrouve avec cette caméra qui a été envoyée au printemps, là, au mois de mai, au Chili. Là, elle était encore à Slack. C'était il y a quelques années, ça déjà, 2 ans. Et on se retrouve avec cette caméra-là, avec les 2 CCD, là, les 2 marques de CCD que vous voyez. Encore une fois, on ne l'a pas fait pour s'embêter, on l'a fait parce qu'il fallait faire. Et on va se retrouver donc à faire fonctionner cette caméra de façon à pouvoir prendre notre relevé scientifique. Un aspect que je vous mentionnais tout à l'heure, qui est important, c'est de savoir où se placent les galaxies, à quelle distance elles sont de nous. Or, on ne va pas pouvoir spectrer les galaxies. On parle de 20 milliards d'objets là. Donc on ne peut pas aller faire 20 milliards de spectres, c'est pas possible. Entre la collection des... je pense que là, il faut qu'on se transmette de génération en génération si on fait ça. Donc, du coup, ça ne marchera pas. Ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va utiliser, peut-être comme certains d'entre vous, une roue à filtre. En fait, on va aller chercher des filtres colorés qui vont nous permettre de sélectionner une certaine gamme de longueur d'onde sur laquelle on va observer les galaxies. Et donc, on va s'appuyer quand la galaxie est redshiftée, la galaxie est décalée vers le rouge du fait de l'expansion de l'univers, les grandes caractéristiques de son spectre, alors pas les lignes d'émission là pour le coup, mais les grandes caractéristiques de son spectre vont laisser des signatures différentes dans les différentes bandes. Et on va s'appuyer sur ce spectromètre que j'appelle le spectromètre du pauvre pour pouvoir aller déterminer un redshift, et on l'appelle le redshift photométrique. Et ça, on va pouvoir l'avoir pour tous nos objets, puisqu'on va aller observer plusieurs fois la même galaxie avec des filtres différents, et donc on aura cette information. Donc vous voyez, les filtres, ça va devenir un élément essentiel pour nous. Là, vous les voyez dans leur boîte à filtres. Et je vais passer directement ici, puisqu'on m'a dit que j'avais plus beaucoup de temps. Là, c'est en temps réel. Vous allez voir un changement de filtre. Ça, c'était à Stanford, pas cet été, celui d'avant, où on voit en fait donc le changeur de filtre, qui est encore une fois, c'est une contribution française, c'est une contribution de le soft control, c'est une contribution de mon laboratoire. Et il vient chercher le filtre derrière, il l'amène, et il vient le placer là devant. Tac. Tout est sûr. Donc là, encore une fois, temps réel, on est inférieur à 100 secondes. Et on arrive à changer un filtre pour arriver... Là, je vous laisse deviner quelle couleur il est, le filtre. On l'appelle le filtre rouge. Exactement. On réfléchit tout ce qui n'est pas rouge. Donc, il ressemble un petit peu... Il a une très, très belle couleur. Bleu-vert. Donc, du coup, c'est notre filtre qui va laisser passer le rouge. Ça, c'est le filtre R. Et donc, ce filtre-là, encore une fois, cette capacité à changer les filtres en 100 secondes, c'était une caractéristique, encore une fois, pour respecter notre cadence, qui était très difficile à atteindre. Normalement, un changement de filtre, c'est un quart d'heure. Donc là, on a ce robot qui vient dans un espace extrêmement contraint à cause du cryostat, attraper les filtres, les mettre devant, rechanger, retourner, un carrousel. On en a 5 autour, enfin, soit en place, soit autour de la caméra. Et de temps en temps, on vient manipuler pour aller changer les derniers filtres, notamment le filtre U, qui reste souvent dans sa boîte à filtres et qu'on sort quand on peut faire une campagne d'observation. Donc du coup, qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça ? Avec cette merveilleuse machine dont je vous parle depuis tout à l'heure. On peut parler un petit peu du programme d'observation si vous me laissez 3 minutes. Donc, on va avoir une double pause toutes les 40 secondes, toutes les nuits pendant 10 ans. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Ça veut dire qu'on va avoir
à la fin 20 milliards de galaxies, on va avoir 20 teraoctets de données chaque nuit. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ça. Ça correspond à, pour mes étudiants qui sont sur leur téléphone, je suis en train de regarder ma plateforme de streaming préférée pendant 3 ans, comme volume de données. Et donc, au bout de 10 ans, on va avoir 60 pétaoctets de données brutes qu'on va traiter, bien sûr. Donc, il va falloir avoir les softwares qui vont être capables de traiter ces données-là. Et on va refotographier chaque zone du ciel du Sud au moins 800 fois. Donc, on va se retrouver avec un programme qui va faire tout le ciel du Sud, photographier toutes les 3 nuits, et certaines zones qui vont être vues de façon plus profonde, plusieurs fois par jour, plusieurs fois par nuit. Comme ça, on va aller plus loin en magnitude, on va aller plus loin dans l'espace. Plus quelques autres petits programmes. Donc, on va obtenir des images qui vont ressembler à ça. En fait, ça, c'est une vraie image, sauf que c'est un champ qui est tout petit. C'est ce qu'on obtient sur un télescope qui s'appelle Subaru au Japon, avec HSC. Donc, c'est ce qu'on a de plus proche en termes de magnitude par rapport à ce qu'on va obtenir avec LSST. Donc, j'aime beaucoup cette image parce que ça me donne, au-delà des simulations qui, vous voyez, elles étaient un petit peu différentes, les simulations. Ça, c'est des vraies données réelles qui nous montrent vraiment l'ampleur de ce qui nous attend en termes de beauté d'image et en termes de défis. Parce que là, travailler avec ça, ça va être très, très sympathique, vous allez voir. Et au-delà de ça, comme on revient énormément sur les mêmes zones du ciel, on va pouvoir se retrouver dans une configuration où on vient comparer les images les unes avec les autres. C'est-à-dire qu'on va comparer des images à des images de référence. Du coup, on va pouvoir éventuellement identifier des choses qui seraient différentes d'un coup sur l'autre. Donc quand on passe sur un champ, un autre, et on revient ensuite, et on peut voir éventuellement un truc qui s'est allumé, un truc qui est en train de bouger, ou quelque chose qui est en train de pulser. Ça, on sera capable de le faire avec le Vera Rubin. Et donc, du coup, on va se retrouver avec notamment des programmes qui ont été développés par des équipes françaises pour celui-ci, qui s'appelle Think. Si vous passez voir sur notre stand, on a les gens qui ont conçu ces programmes-là. On va se retrouver avec des systèmes d'alerte qui vont être gérés par des courtiers d'alerte et amenés à la communauté astrophysique générale, qui vont nous permettre, en fait, de détecter plein de choses de ciel variable, en fait. En fait, on va être aussi une machine énorme pour le ciel variable. C'est-à-dire qu'on peut aller des astéroïdes qui font plus de 15 mètres aux kilonovées. Donc les kilonovées, c'est les coalescences de trous noirs sur lesquels on va pouvoir avoir des alertes qu'on va pouvoir recroiser avec, par exemple, des détecteurs d'ondes gravitationnelles. Donc là, on a vraiment énormément de programmes de sciences qui sont éventuellement différents. Et on a beaucoup de programmes de sciences citoyennes. Si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à flasher le QR parce que ça va être très, très intéressant. Voilà, donc le défi des SST, vous l'aviez compris tout à l'heure, je vous en parlais pour conclure un petit peu rapidement, c'est qu'on va avoir énormément de données et aussi, je voulais juste toucher un transparent dessus parce que 40% des données vont être traitées en France au centre de calcul de Liliane de B3, donc ça c'est le CNRS aussi. On va avoir besoin de quelque chose de colossal. Et aussi, pour toutes les équipes d'analyse françaises dont je fais partie, on se retrouve dans une nécessité fondamentale de développer des techniques nouvelles d'analyse. Donc, on est en train de porter un nouveau courant de dans la façon de traiter nos données. Et donc, c'est un défi qui est vraiment en train de monter en puissance pour les équipes de recherche. Donc, on est vraiment, encore une fois, à ce moment charnière. J'aimerais juste terminer sur ce petit calendrier de l'année qui vient, parce que là, c'est vraiment, encore une fois, je suis extrêmement contente de partager ces nouvelles avec vous aujourd'hui, parce qu'on est à 2 doigts d'avoir notre grande caméra, pas la caméra test, la vraie, elle sera en janvier 2025 sur notre télescope. On aura une période de vérification des données et de fonctionnement de l'ensemble de notre instrument sur à peu près 6 mois, là, jusqu'en juin. Et au milieu de ça, on aura les premiers photons sur le ciel, en mars. Première vraie lumière officielle, attention, il va y avoir une fête, en juin 2025. Et enfin, run de validation scientifique, on en a pour 6 mois encore, pour démarrer notre relevée, si on est content et bon, fin 2025, début 2026, pour les 10 années qui viennent. Donc je vous laisse là-dessus et je vous demande de rester connectés.